partie commune, partie privative, on va schématiser. Vous poussez la porte du hall d'accès à votre immeuble, vous êtes dans une partie commune et vous allez déambuler. Vous allez prendre l'ascenseur ou les escaliers pour les plus sportifs, vous êtes encore dans une partie commune. Vous allez toucher votre porte palière et là, vous allez entrer dans vos parties privatives. Et lorsqu'on est dans ces parties privatives, en tout cas un certain nombre considèrent qu'étant dans ces parties privatives, eh bien, on peut faire tout type de travaux sans en avoir en référer à la copropriété, puisque je suis chez moi, égal, je fais ce que je veux. Eh bien, la réponse est négative. Vous faites ce que vous voulez dans votre appartement pour tous les travaux de décoration, les travaux de changement de disposition de pièces à partir du moment où vous ne touchez pas aux parties communes, aux murs porteurs, que vous ne faites pas courir un risque à la structure de l'immeuble. Donc là, vous allez franchir la ligne si effectivement vous allez abattre les maisons. Alors avec évidemment des distinguos à opérer selon le type d'immeuble. Si vous habitez dans de l'ancien, ce n'est pas parce que des cloisons ne sont à la base pas porteuses que vous avez la possibilité de les supprimer à votre guise, puisque, et ça on le voit dans beaucoup de dossiers, des gens, alors un certain nombre en toute bonne foi, ont supprimé des cloisons non porteuses, mais avec l'effet du temps, ces cloisons non porteuses ont un effet porteur et on peut avoir des phénomènes importants au niveau de la structure de l'immeuble, des phénomènes de flèches notamment et de fragilisation des étages inférieurs. Donc, quand vous faites des travaux dans vos parties privatives, dès que vous avez le moindre doute, évidemment, il faut faire venir, et je ne serai pas démenti ce soir, je pense notamment à M. Benjamin Dahan, sur la nécessité et l'importance d'avoir recours à un architecte qui va vous guider dans vos travaux et qui va vous dire oui, ça on peut le faire et on ne peut pas le faire, ça on peut le faire sans autorisation d'Assemblée générale, ça il va falloir une autorisation d'Assemblée générale. Alors, sans crouler sur les textes, on se réfère à l'article 25B de la loi du 10 juillet 1965, lequel article dispose, je cite, l'autorisation, donc ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les propriétaires, donc c'est la majorité absolue, l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes où l'aspect extérieur de l'immeuble est conforme à la destination de celui-ci. Donc vous avez des travaux privatifs qui ne toucher que votre appartement et qui n'auront donc pas de répercussions visuelles pour les autres copropriétaires. Mais là, comme je le disais, si ces travaux risquent d'avoir un impact sur les parties communes, eh bien, vous allez devoir requérir une autorisation en Assemblée générale et venir avec un dossier technique élaboré. Et élaboré par qui? Par le maître, quelqu'un de l'art. Eh bien, ce sera principalement et quasi essentiellement un architecte. Ça peut être un ingénieur structure, mais pour des travaux très particuliers. Mais l'architecte, en tout cas, c'est le premier interlocuteur qui éventuellement pourra vous orienter vers un ingénieur structure s'il estime que sa participation à vos travaux est nécessaire. Donc ça, ce sont des travaux qui potentiellement peuvent porter atteinte à la structure de l'immeuble. Et puis à côté de ça, vous avez des travaux qui peuvent porter atteinte à l'esthétique de l'immeuble. Alors on va penser aux travaux les plus récurrents en la matière, les portes palières par exemple. Vous n'êtes pas libre de changer les portes palières à votre guise. Vous devez évidemment observer et respecter l'harmonie des parties communes intérieures de l'immeuble. Et donc, lorsqu'il s'agit de repeindre une porte, il faut demander évidemment les références de la peinture à votre syndic de copropriété. Lorsque vous allez, alors là, je m'adresse à l'Orénov, tout ce qui touche aux fenêtres, voir le matériau de base des fenêtres, important. On ne remplace pas du bois par du PVC parce qu'on considère que bien après, on n'aura plus d'entretien. Non, à partir du moment où vous avez un immeuble en copropriété qui a un modèle de fenêtre particulier avec un matériau particulier, vous devez respecter ce matériau. Et là aussi, si vous voulez changer, une autorisation en Assemblée générale sera nécessaire. Donc là, très brièvement, mais pour démentir ceux qui disent que les avocats monopolisent la parole, voilà, je m'en tiendrai à ce stade-là uniquement à ça. Voilà.
Là, Oui, ça fait. effectivement, parce qu'il y a des sujets qu'on va reprendre par la suite. En tout cas, Frédéric, tu n'as pas dit ton dernier mot ce soir, donc je pense que tu vas être aussi sollicité par d'autres questions. Donc tu reprendras certainement la parole par la suite. Donc on va peut-être alors peut-être demander à Benjamin, puisqu'on a parlé des architectes et un petit peu du rôle des architectes dans cette histoire. Donc peut-être juste en quelques mots, Benjamin, nous expliquer justement le rôle de l'architecte dans cette histoire. Quand on veut entreprendre des travaux et qu'on est un copropriétaire, est-ce qu'on doit en référer à l'architecte de l'immeuble? Est-ce que c'est un incontournable? Donc l'architecte de l'immeuble, est-ce qu'il intervient du coup dans les parties privatives et dans les travaux privatifs aussi des copropriétaires? Donc c'est peut-être des questions qu'on se pose quand on est copropriétaire et qu'on veut entreprendre des travaux. Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, l'architecte qui intervient. D'abord, je voudrais préciser et complexifier un peu les propos de Frédéric concernant la différence entre les parties communes et les parties privatives, parce qu'au-delà de ce qui est purement juridique et de ce qui est décrit dans un règlement de copropriété, qui peut être très clair, voire mais parfois non. Ça devient, on est dans un système qui est très complexe. Le bâtiment est complexe. Il a subi des couches et des couches d'intervention. Et il faut savoir que dès qu'on intervient dans un appartement, donc dans une partie privative, ben, il y a beaucoup de choses qui, par définition, peuvent alors avoir un impact sur les parties communes. Moi, quand je propose des missions d'architecte en tant qu'architecte conseil dans les copropriétés vis-à-vis de travaux privatifs, ce que je demande, moi, ce qui m'importe vis-à-vis de la copropriété, c'est l'impact des travaux, quels qu'ils soient. Je dirais même peut-être pas des travaux de peinture, mais les travaux d'aménagement d'un appartement, on est très vite confronté à toucher, on est à la lisière de la partie commune, que ça soit, bon, bien entendu, remplacement des fenêtres, on l'a évoqué pour des problèmes d'aspect. Je parlerai aussi d'isolation thermique, parce qu'un copropriétaire qui veut faire une isolation thermique chez lui, parce qu'il en a ce besoin, ben, il va falloir l'informer, parce qu'il y en a peut-être déjà eu à l'extérieur ou pas, il le sait, il ne le sait pas. Et s'il il y a un projet d'isoler extérieurement, si on n'a pas cette information d'une présence d'isolation thermique intérieure, ça posera un problème. De la même façon, pour remplacer des fenêtres, il faut imaginer que si on remplace des fenêtres, et ça Lorenov le sait parfaitement, on va modifier comment dire, l'aération, la ventilation des pièces, parce qu'on va se retrouver avec des éléments beaucoup plus étanches qu'avant. Donc on va créer des modifications dans l'appartement elle-même. Dès qu'on intervient sur des réseaux de plomberie, bon, si on enlève un tuyau, on le repose, on vient juste se raccorder, c'est pas un problème. Mais si on doit déplacer la pièce d'eau, ça peut être compliqué parce que ben, chaque tuyau a son usage et il faut le respecter. Chacun est libre de faire ce qu'il veut chez lui, oui et non, parce que par exemple, déplacer une pièce, c'est-à-dire mettre une pièce de type cuisine, la déplacer, la mettre au-dessus d'une chambre, bah, sur le papier, on a le droit de le faire, mais ça va imposer des restrictions parce qu'on se retrouve avec une pièce de vie au-dessus d'une pièce où on a besoin de repos. Donc, il y a des problèmes acoustiques qu'il faut aussi avoir en tête. Donc, à chaque fois qu'un copropriétaire souhaite faire des travaux dans son appartement, il faut qu'il sache, hormis une réfection de peinture toute bête, un rafraîchissement, mais dès qu'il va vouloir changer une cuisine, une salle de bain, faire déplacer une cloison, il va nécessairement être confronté à des impacts dans les copropriétés. Donc, je dirais que la première chose à faire, c'est déjà d'informer son syndic de la nature des travaux qui vont être entrepris, en le décrivant de façon très simple. Et le syndic, qui est un professionnel, qui a l'habitude de voir les travaux se faire, saura dire, bah oui, attention, vous faites tel type de travaux, là, il va falloir recourir à l'architecte de l'immeuble. C'est là où je peux intervenir pour donner un avis sur ces travaux-là, encore une fois, limité à l'impact pur par rapport à la copropriété
et en rappelant aussi, parce que malheureusement c'est souvent nécessaire, c'est que indépendamment des obligations de la copropriété et de son règlement, il y a aussi le respect, je dirais même pas des normes de construction, mais surtout de la réglementation sanitaire, parce que chaque ville, chaque département a son règlement sanitaire et qui va toujours tourner autour des problèmes de ventilation, d'étanchéité des pièces et de la sécurité de l'appartement. Donc ça, moi, c'est des rappels que je fais à chaque fois que j'interviens, même si quelque part, ce n'est pas ma mission, c'est juste un devoir de... Benjamin, on reviendra là-dessus un peu plus précisément par la suite. Il y a juste des questions vraiment essentielles par rapport à la place de l'architecte dans l'immeuble. Donc, on en avait déjà parlé puisqu'on avait déjà fait un atelier sur les travaux il y a quelques mois de cela. Mais c'est vrai qu'on nous demande s'il y a un statut officiel de l'architecte de l'immeuble. On nous demande si l'architecte de l'immeuble est systématique. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y en a pas dans l'immeuble, etc. Donc, des choses un peu sur le statut de l'architecte d'immeuble. Et je sais que c'est des questions qui reviennent assez souvent, ça. Alors, c'est vrai que dans les règlements de copropriété, souvent on retrouve que pour tel type de travaux, essentiellement pour la structure de l'immeuble, il faut qu'il y ait un contrôle par l'architecte de l'immeuble. En soi, je ne sais pas, enfin, Frédéric pourra nous le confirmer, est-ce que c'est une clause qui est tout à fait licite ou pas? Quand on dit l'architecte de l'immeuble, bon, moi j'interviens sur, je sais pas, mettons 150 immeubles globalement. Je suis bien souvent, entre guillemets, l'architecte de l'immeuble, mais je dirais par habitude, parce que j'interviens souvent dans ces immeubles-là. Mais rien n'empêche une copropriété de dire, bah, nous, on veut faire appel à tel architecte. L'essentiel, c'est qu'il soit, dans le principe, indépendant du propriétaire qui souhaite faire des travaux, de façon à ce qu'il y ait une appréciation de ces travaux au vu, comme je l'ai dit et répété, des impacts qu'ils peuvent avoir sur la copropriété. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où la copropriété impose un architecte, alors non pas pour être le maître d'œuvre du copropriétaire, mais être en contrôle et en vérification que ce qui est fait est conforme par rapport à ce qu'est la copropriété. Il faut savoir que, et souvent c'est mal compris, c'est que, parce que bien entendu, une intervention de l'architecte, il y a des honoraires, et ces honoraires sont à la charge du demandeur, donc de celui qui engage les travaux. Parce que sinon, la copropriété peut très bien dire, bah, attendez, vous allez faire des modifications par rapport aux parties communes, bah, on vous les refuse, vous laissez en l'état, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Mais en prenant l'avis de l'architecte, entre guillemets, de la copropriété, quand il y en a un qui est désigné, là, ça permet de donner un rapport de faisabilité, de possibilité de ces travaux. Alors, j'ajouterais juste un point, parce qu'effectivement, quand on parle d'architecte d'immeuble, c'est un vocable quelque part. On le voit dans les règlements de copropriété, dans certains règlements de copropriété, l'architecte de l'immeuble, effectivement, il n'y a pas un architecte, comme le disait Benjamin, dédié à un immeuble, mais il y a un syndic de copropriété qui, dans le parc des immeubles qu'il gère, a l'habitude de travailler avec tel architecte, tel cabinet, etc. Donc, il y a toujours le distinguo à opérer. Effectivement, tous les contrats doivent être mis en concurrence. Et normalement, effectivement, il doit y avoir une mise en concurrence. Simplement, cette obligation, j'allais dire, elle est un peu inférieure à une autre obligation du syndic, qui est le garant des parties communes. Si un syndic est averti par un ou des copropriétaires qu'un autre copropriétaire entreprend des travaux, on entend bouger, on entend percer, on a des craintes, eh bien, ça va au-dessus de la mise en concurrence. Le syndic doit mandater un architecte parce que sa mission première au syndic, c'est de garantir la pérennité et l'intégrité des parties communes et la sécurité des occupants de l'immeuble. Donc là, effectivement, il va avoir recours à ce qu'on appelle l'architecte de l'immeuble. Mais là, c'est une intervention presque d'urgence quelque part, mais on le voit très fréquemment. On ne fait pas l'économie d'une intervention de l'architecte dans ces moments-là. Mais comme le disait Benjamin, à distinguer avec une mission de maîtrise d'œuvre qui, là, est portée au vote d'une assemblée générale, votée, mise en concurrence, etc. Donc voilà, mais l'architecte de l'immeuble, effectivement, ça n'existe pas en tant que tel.
Alors, moi, ce que je voudrais rajouter, ce qui est important, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, mais quand quelqu'un envisage des travaux dans son appartement, bon, si soit il s'adjoint les services d'un architecte et qui maîtrise bien ce qu'il doit faire, auquel cas il va pouvoir présenter un dossier et cet architecte-là va pouvoir lui mettre le doigt sur les différents problèmes vis-à-vis de la copropriété. Malheureusement, c'est pas souvent le cas parce que les confrères qui interviennent pour des copropriétaires souvent ne maîtrisent pas je dirais l'aspect, je parle pas d'aspect technique, hein, mais l'aspect purement juridique de savoir ce qui est une partie commune, ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire, que ça soit bien fait ou mal fait, hein, peu importe. Mais donc ils ne maîtrisent pas toujours ce point-là. Mais moi, mon conseil au départ, c'est vraiment d'être bien entouré pour ne pas se retrouver avec un chantier qui démarre et les problèmes qu'on découvre. Donc, il faut bien voir les choses en amont. Et un point qui est crucial, les fameux immeubles dont on dit que les cloisons sont devenues porteuses dans le temps. Moi, effectivement, c'est ce qu'on répète un peu à l'envi. Mais ce n'est pas complètement vrai parce que moi, j'ai beaucoup d'exemples où, effectivement, des cloisons ont été retirées. Ces cloisons sont devenues porteuses et effectivement, ça a généré des sinistres. Mais il y a aussi beaucoup d'immeubles anciens où la multiplication des cloisons, parce qu'à l'époque, on avait des toutes petites pièces qui étaient très, très recoupées, la multiplication des cloisons participait même à l'origine à la structure du bâtiment, d'une certaine façon, parce que ça permettait d'avoir des poutres et des structures de sections moins importantes. Et à l'époque, les constructeurs, par économie, jouaient avec ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils savaient que la cloison était à tel endroit, donc il suffit qu'une cloison elle soit en perpendiculaire du sens de portée pour qu'elle prenne une charge de façon évidente. Et nombre d'immeubles, je dirais de qualité moyenne et essentiellement des immeubles qui vont remonter au 19e siècle, première partie du 19e siècle, ces immeubles-là sont conçus avec des cloisons qui sont quelque part porteuses. Donc on se retrouve dans des situations où pour supprimer la cloison, il faut renforcer la structure. Et on peut parfaitement, puisque le règlement de copropriété autorise le copropriétaire à jouer, à faire ce qu'il entend de ses parties privatives, donc de supprimer les cloisons, ça veut dire qu'on se retrouve dans des situations, et ça je l'ai vécu je ne sais combien de fois, j'ai encore un dossier de ce type-là en ce moment, où la cloison doit être enlevée, enfin c'est la décision du propriétaire, c'est ses parties privatives, mais en parallèle, il faut que la copropriété assume le renforcement de la structure. Oui, alors et ça, il faut le voir très en amont, c'est-à-dire qu'il faut que le copropriétaire fasse la démarche vis-à-vis du syndic qui ensuite se retourne vers l'architecte pour ces faisabilités-là. Voilà, de façon à ce qu'il y ait un œil vraiment qui soit parfaitement impartial par rapport à ce que l'on va voir. Voilà. Alors moi j'ai le cas, c'est un des dossiers, mais il y en a bien beaucoup, c'est très récurrent comme contentieux où on est parti en expertise judiciaire parce qu'on a quelqu'un d'extérieur à la copropriété qui a acheté un lot pour faire une opération voilà, remise à réfection d'un appartement, etc. Donc, effectivement, cloison supprimée, conduite cheminée supprimée, mais on est dans un immeuble en pan de bois, immeuble très ancien, etc. Et les phénomènes de fragilisation sont tout de suite intervenus. Évidemment, ces travaux ont été faits sans architecte, ce qui paraît quand même incroyable, des travaux de cet acabit-là. Et on est parti en expertise judiciaire, là où, pour le coup, cette personne s'est adjoint les services d'un architecte, un peu tardivement, mais au mieux tard que jamais. Où effectivement, il a pensé que on réaménage au goût. C'est vrai que maintenant, les goûts, ce sont plutôt des pièces plus importantes et on modifie complètement l'agencement d'un appartement sans aucune considération technique en faisant à l'économie. Et l'économie, c'est l'architecte. Mais au bout du compte, c'est une opération qui va lui coûter beaucoup plus cher parce que on est en expertise judiciaire, le coût de l'expertise judiciaire, les travaux de remise en état, etc., etc. Voilà. Et là, pour le coup, je ne prêche pas pour ma paroisse. On reviendra là-dessus parce qu'il y a eu pas mal de questions, mais j'aimerais bien quand même que Mehdi et Aurélien puissent se présenter et puissent
nous parler quand même d'un sujet qui est important en copropriété, surtout ces dernières années où on a fait beaucoup de rénovations énergétiques et où la fenêtre, l'isolation aussi des parois vitrées s'est avérée essentielle à un bon confort thermique dans les logements. Donc, c'est pour ça qu'on a une petite présentation là que je vais vous partager. Voilà. Donc, alors après, je vous laisse donc Mehdi Aurélien vous présenter. Alors, moi, je peux appuyer sur sur le bouton pour changer de slide. Sur Ça, le je peux le bouton. faire. Voilà. Bon, Très bien. on va tout d'abord se présenter. Donc, bonjour à tous. Moi, je me présente. Je suis Aurélien Linger, responsable commercial de la structure Lorenov Grand Compte, qui fait partie du groupe Lorégard, et nous intervenons dans la fabrication et le remplacement de menuiseries extérieures. Bonjour à tous. Oui, donc bonjour à tous. Mehdi Chama, société donc Lorenov Grand Compte. Je suis chargé d'affaires et donc collègue de Aurélien Olinger. Donc effectivement, le thème de ce soir, donc les travaux sur les parties privatives et les parties communes. Et donc on va vous accompagner sur comment bien choisir vos menuiseries extérieures. Un petit focus sur notre groupe. Donc le groupe Lorillard, c'est un groupe français créé en 1936 par André Lorillard et spécialisé dans la fabrication et la pose de menuiseries extérieures en PVC, bois et aluminium. Aujourd'hui, le groupe réalise 180 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie 1050 salariés sur tout le territoire national. Plusieurs entités constituent ce groupe, et notamment Fenêtre Lorenov, qui est la marque connue du grand public, à destination des particuliers. C'est un service qui a été créé dans les années 80 et qui compte aujourd'hui une soixantaine de points de vente. Lorenov Grand Compte, que nous représentons avec Aurélien aujourd'hui, c'est un service dédié exclusivement à la copropriété et qui a été créé maintenant il y a une quinzaine d'années. L'ADN de ce service, c'est de proposer de l'achat groupé, c'est-à-dire on incite, on sollicite les copropriétaires pour qu'ils s'unissent derrière leur conseil syndical pour acheter donc un même produit, donc une même menuiserie, un même volet roulant, dans un même espace-temps pour bénéficier de tarifs très attractifs et aussi donc participer grandement à la rénovation énergétique de leur immeuble. Donc ça, c'est un premier scénario dans lequel on s'inscrit. Et le second scénario, c'est dans le cadre d'une rénovation énergétique globale qui, elle, est encadrée soit par un architecte ou un bureau d'études. Nous disposons aussi d'un service interne de désamiantage qui s'appelle Protectea, qui nous permet d'être autonomes dans la gestion des problématiques liées à l'amiante au niveau des fenêtres. Et pour finir, un service Lorillard Façade qui est spécialisé dans le ravalement et l'isolation thermique par l'extérieur. Et l'ensemble de ces entités, présentées rapidement, nous permet d'être efficient dans la rénovation énergétique des bâtiments et surtout donc dans l'enveloppe du bâtiment, façade et fenêtres. Donc, on va parcourir ensemble le cadre réglementaire et tout d'abord les règles en copropriété. Donc, la première des choses qu'on aura à vous dire, c'est d'abord, il faut se référer, comme disait M. Dahan tout à l'heure, c'est au règlement de copropriété. C'est la base, il faut se référer à ce règlement de copropriété pour savoir ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire. Quant à la fenêtre, dans le cas général, c'est un élément privatif. Mais attention, c'est également un élément commun car elle est fixée donc à la façade et que l'étanchéité, elle, est du ressort de la copropriété. Donc, c'est à la fois un élément privatif, mais c'est aussi un élément commun à travers son étanchéité. Vous n'avez besoin d'aucune autorisation si vous la changez à l'identique. Donc, ce qu'on appelle à l'identique, c'est le même matériau. Donc, si c'est du bois, il faut respecter du bois. Si la même couleur, donc si c'est du blanc, il faut rester en blanc.
et la même typologie. Donc, comme c'est représenté ici, on a une fenêtre de vantaux avec des petits bois. Si vous remplacez votre fenêtre, il faudra qu'elle soit équipée de 2 vantaux avec petits bois. Si vous souhaitez changer l'aspect extérieur de cette fenêtre, dans ces cas-là, il vous faudra un vote à la majorité absolue à l'article 25. Si la fenêtre est une partie commune, donc lors d'une cage d'escalier, dans un local vélo, dans ces cas-là, un vote à la majorité simple à l'article 24 suffit. Donc, il y aura peut-être des questions par rapport à ça. Hein. Donc, donc, si vous avez des questions sur ces sujets-là, plus précisément sur le remplacement de fenêtres, rénovation des fenêtres en copropriété, n'hésitez pas. Là, vous avez 2 experts pour vous répondre. Si je peux me permettre, moi je rajouterais en termes d'autorisation, il y a aussi une autorisation administrative. À partir du moment où il y a un changement d'aspect de la façade, au travers de sa fenêtre, il faut aussi une autorisation de la mairie. On y vient tout de suite après. Excusez-moi. Là, c'est vraiment la règle en copropriété. Et puis après, on va aborder effectivement les règles d'ordre administratif et aussi des contraintes qui sont liées notamment à la réglementation incendie, plomb, amiante. Voilà. On va aborder un petit peu toutes les réglementations. Donc, en copropriété, donc, il existe aussi une disposition qui est de l'article 7 de la loi du 12 juillet 2010 qui permet de faire le vote de travaux d'intérêt collectif qui portent sur les parties privatives. Donc, c'est suite à la loi, c'est la loi Grenelle 2. Et donc, pour cela, ça nécessite une majorité absolue à l'article 25. Les travaux qui sont entrepris sont aux frais des copropriétaires. Donc, dans ce cas-là, c'est les fenêtres donc, qui sont des parties privatives. Leur remplacement devient un intérêt collectif. Et donc, dans ces cas-là, il faut que ça soit voté à la majorité absolue. Sont épargnés, on va dire, seuls les copropriétaires qui ont fait remplacer leurs fenêtres dans les 10 dernières années et qui peuvent le justifier à l'aide de factures. Donc c'est une disposition qui existe, que l'on voit quand même de temps en temps et qui permet effectivement de participer vraiment à la rénovation énergétique des bâtiments et à réduire la facture. Souvent, dans ce schéma-là, je me permets, le vote en Assemblée générale donne une période qui peut aller de 2 à 4 ans pour que l'ensemble des copropriétaires aient changé leur menuiserie. Alors, on y voit bien sûr un intérêt de rénovation thermique, bien sûr. Et comme je dis, si déjà on n'avait plus de simple vitrage, ce serait déjà un grand pas en avant. Voilà. Alors, je continue. Hop, voilà. Et donc là, Monsieur Daron, on arrive justement à la déclaration préalable de travaux. Et donc, effectivement, on est exempté de faire appel à cette déclaration de préalable si la fenêtre qui est changée respecte donc le même matériau, la même typologie et la même couleur. Donc, tout comme la règle en copropriété. Donc, c'est exactement la même chose pour la déclaration préalable. Par contre, il va être obligatoire de faire appel à une déclaration préalable en mairie si on souhaite changer le visuel extérieur. Donc, ça veut dire qu'en plus de l'accord de la copropriété, il vous faudra aussi un accord administratif de la mairie. Si vous êtes dans un site sauvegardé ou un site classé, soumis à l'approbation des architectes des bâtiments de France, donc là, imaginons on est sur un bâtiment haussmannien avec des menuiseries bois côté rue et vous souhaitez passer avec des menuiseries en PVC, là oui, il vous faudra quasiment systématiquement un accord des bâtiments de France et souvent c'est retoqué à ce niveau-là. Et il vous faudra également une déclaration préalable si vous souhaitez modifier un élément existant, donc une création ou une condamnation d'ouverture existante. Est-ce que c'est complet, Benjamin? Oui, c'est complet, je rajouterai, mais je crois qu'il y a une des réflexions qui a été faite dans les questions-réponses. La demande d'autorisation de modification d'aspect de fenêtre des menuiseries, elle n'est jamais faite. Hein. Personne ne la fait jamais. Hein.
Non, alors, c'est Sauf, vrai que… sauf dans des projets donc, ou de rénovation globale avec un architecte, où effectivement, là, on dit, mais le particulier qui remplace ses fenêtres, qui passe allègrement du bois au PVC pensant faire une bonne affaire, Hmm. non, ça, il ne va jamais déposer parce que ça va être refusé quoi qu'il Hmm. arrive. Donc, Alors, Oui, alors, c'est vrai là, que… il faut quand même apporter une précision, parce qu'un copropriétaire qui ferait l'économie de la demande en assemblée générale, pour des raisons qu'on comprend, parce que ça va lui être refusé, etc., s'il il remplace la typologie de fenêtre par une autre, et on va prendre l'exemple, le double exemple avec un changement en plus du matériau, bah, c'est une mise en demeure qui est adressée, évidemment, à laquelle il ne donnera aucune suite. Et après, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, c'est source de contentieux régulier. Eh bien, c'est la saisine du juge des référés du lieu de situation de l'immeuble, du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, et on obtient des ordonnances de référé, le condamnant à procéder à la dépose et à la remise en état sous astreinte. Hmm. Donc, changer de fenêtre sans autorisation d'assemblée générale, c'est dangereux parce qu'on peut vous obliger, et il y a des décisions régulières qui sont rendues là-dessus, c'est-à-dire que les fenêtres que vous aurez payées, vous les avez payées mais à perte, vous devez remettre en état par d'autres fenêtres, donc les autorisations, vaut mieux les demander. C'est vrai, je voulais juste rebondir sur notre activité. Donc, c'est vrai qu'on a plusieurs réseaux de distribution, donc le Rénov qui fait vraiment des logements individuels et nous qui faisons de la copropriété en volume. Et je vous rejoins effectivement, nous quand on arrive sur la résidence, les façades, c'est très souvent arlequin. Et on condamne un peu ces procédés peut-être aussi de vente, hein, où quelque part l'entreprise n'est pas dans le conseil parce que, bon, je pense qu'aussi on est tous professionnels et on doit savoir ce qu'on fait, où on met les pieds. Alors, je ne vous dirais pas que le Rénov a peut-être pas fait des changements sans forcément tout voir, je ne sais pas, mais en tout cas, dans mon service, on y est très attentif. Et c'est sûr que ça nous arrive de ne pas être accompagné par les architectes quand on fait du remplacement, on va dire direct. Mais je pense que le professionnel installateur a quand même une part de responsabilité de ce changement et un rôle de conseil. Et c'est sûr qu'un changement de matériau, du bois en PVC, bon, un professionnel qui fait signer les yeux fermés son client sans l'alerter sur ce quelques autorisations à avoir, bon, je trouve que c'est quand même un peu border et malheureusement, on le voit. Malheureusement, on le voit. Alors, je rebondis également et on le voit également, notamment donc, sur les fenêtres, mais on le voit également sur les volets qui sont aussi là une partie privative. Mm. Et on se retrouve bien souvent avec des patchwork aussi bien sur la nature donc du produit, bois, PVC ou aluminium, par exemple si je prends le cas de persiennes, mais aussi sur les teintes qui sont choisies. Et pour redonner une harmonie à l'immeuble, c'est parfois assez compliqué, puisque même quand on rentre dans le cadre de travaux de rénovation énergétique plus global, ben, les volets restent des parties privatives et malheureusement, après, ben, on se confronte à cette problématique entre redonner un sens et un visuel à l'immeuble et ces parties privatives. Et on peut des fois pas imposer, on peut malheureusement pas imposer ce changement de volet, quand bien même il n'était pas bien respecté à la base. Alors, juste une précision quand même, c'est que quand on est copropriétaire et notre public est là et surtout constitué de copropriétaires, quand on est témoin d'un changement de fenêtre par un modèle différent, un matériau différent, etc., il faut alerter tout de suite le syndic, lequel syndic a l'obligation d'adresser le courrier de mise en demeure, justement pour éviter ces phénomènes de patchwork, d'arlequin, etc. C'est le mot bien choisi parce que c'est ça qu'on peut voir effectivement. Parce que si on laisse faire, c'est au départ une fenêtre, puis ça va être une deuxième, une troisième, une quatrième. Et de temps en temps, vous avez des syndics qui changent, qui se réveillent et qui mettent en demeure des copropriétaires. Mais le phénomène ayant été amorcé bien avant, eh bien, les copropriétaires disent, mais attendez, il y a une rupture d'égalité entre nous. Ça a été permis, ou en tout cas toléré. Et moi, tout d'un coup, on me fait une remarque. Et là, effectivement, pour le coup, on a des dossiers beaucoup moins solides parce qu'à partir du moment où on a laissé faire, eh bien, avec un mauvais jeu de mots, sachant qu'on parle de fenêtre,
c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Mais là où nous, on est très étonnés, parce qu'on intervient sur bon nombre de résidences, et on s'étonne que le simple règlement de copropriété ne donne aucune loi ou aucune restriction quant au changement de fenêtre. Moi, je m'en étonne à chaque fois parce que bon, les fenêtres, ça fait partie vraiment de la façade et de l'esthétique complète du bâtiment. Et souvent, les règlements de copropriété sont complètement vides. Et j'invite, moi, les résidences à pouvoir faire évoluer ces règlements et à imposer des choses pour que ce soit beaucoup plus formalisé et qu'il y ait une dérive qui soit contrôlée et que les professionnels du coup, qui interviennent sur la résidence aient un peu aussi leur cahier des charges qui soit clair, précis et ça donne plus de clarté à tout le monde quelque part. Parce que de tout temps, la fenêtre a été considérée comme une partie privative. Donc, la copropriété, quelque part, n'a pas complètement son mot à dire, sauf en termes de changement d'aspect, de cohérence. Maintenant, la loi a un petit peu évolué parce qu'on peut rendre, je dirais, commun les fenêtres dans le cadre d'une rénovation globale. Mais c'est vrai que c'est une certaine aberration, un ouvrage qui participe au clos de l'immeuble de façon importante, soit considéré comme une partie privative. C'est complètement illogique. Mais de toute façon, même si les règlements de copropriété, et c'est vrai, dans les faits, sont assez taisants sur ce genre de considération, on rappelle quand même le principe selon lequel un règlement de copropriété, dans la hiérarchie, si je puis dire, des règles, le règlement de copropriété, il est en numéro 2. Ce qui était en numéro 1, ce sont les dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'article 25B nous dit que tous les travaux qui portent atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble doivent être votés à la majorité absolue, c'est ça qui prévaut. Si vous aviez un règlement de copropriété qui vous dirait le contraire, qui irait à l'encontre, ça serait attaquable parce qu'on a des dispositions d'ordre public. On a cette fameuse harmonie de l'immeuble. Et les fenêtres, évidemment, ça contribue en tout premier point à l'harmonie de l'immeuble, forcément. On continue parce qu'on a on a de plus en plus de questions, hein, donc ça s'accumule, là ça devient bon voilà. Donc, on va répondre à toutes vos questions, ne vous inquiétez pas. Hein, bon, on va le faire. Alors, Aurélien. Voilà, donc oui. alors. Allez-y. Alors, je reprends la parole sur notre petite présentation. Donc, Mehdi vous a présenté ce qui était cadre réglementaire, donc copropriété ou vis-à-vis de notre administration. Nous devons, nous, en tant que professionnels, respecter aussi des règles techniques. Donc, je dirais que c'est les règles de l'art de la mise en œuvre des menuiseries extérieures. Donc, tout ça, c'est bien décrit dans le DTU 36.5 notamment. Eh bien, qui dit comment on doit poser une fenêtre et qu'est-ce que doit permettre la fenêtre en termes de fonction. Alors, si tu peux passer… Oh là, pardon. Ouais, non, oui, ça y est, on y est. Donc, au niveau de la mise en œuvre, le DTU impose pas mal de choses, notamment au niveau des regingos, du traitement d'étanchéité. Et donc, la menuiserie doit avoir un certain positionnement pour respecter les règles de l'art. Alors, je t'invite à continuer. Donc, au niveau de la menuiserie, nous avons plusieurs cadres réglementaires. Donc, nous devons, lors d'un remplacement de menuiserie, faire attention, bien sûr, à la contrainte amiante qu'on trouve de plus en plus. Parfois, les menuiseries contiennent de l'amiante. Donc là, on a des dispositions légales qu'on doit respecter au niveau de notre intervention, également sur le plomb. Et après, on a d'autres dispositions qui, là, peuvent impacter, en fait, l'aspect de la fenêtre. C'est-à-dire que vous avez notamment la sécurité incendie, avec notamment l'IT 249 et la règle des C+D, qui peuvent nous imposer des choses et qui vont contraindre l'aspect de la fenêtre. Par exemple, une porte-fenêtre, on le verra un peu plus loin, une porte-fenêtre de vantaux où vous avez des trames comme ça qui se plombent d'étage en étage avec, on va dire, entre les porte-fenêtres, simplement l'épaisseur d'une dalle, eh bien, si vous faites du remplacement de fenêtres vis-à-vis de la sécurité incendie pour ne pas que le feu se propage d'étage en étage, vous pouvez être amené à traiter ce qu'on appelle le C+D. Et du coup, votre porte-fenêtre, on va devoir la transformer. On va devoir en faire, par exemple, une fenêtre de vantaux sur allège fixe. Et ça, du coup, cette contrainte technique va imposer
un changement de typologie. Donc, c'est quand même très, très important à voir puisque vous avez un règlement, des règles administratives, des règles liées à la copropriété, mais certaines règles techniques nous imposent aussi un changement de typologie. Donc, vous avez la sécurité incendie donc pour le traitement du C+D et vous avez aussi la réglementation garde-corps. Alors, ça, c'est contraignant aussi. J'ai le cas d'un exemple d'une copropriété qu'on réalise actuellement où vous avez des portes-fenêtres de vantaux. Bon, voilà. Et il y a un garde-corps extérieur qui est à une dizaine de centimètres de la fenêtre. Et on vient changer des menuiseries et on conserve en fait la traverse basse de la porte-fenêtre et on vient remettre une fenêtre dessus. Et en fait, du coup, la zone d'appui est légèrement rehaussée par rapport à la contrainte, à la configuration initiale. Et une fois qu'on a changé la fenêtre, la hauteur du garde-corps, du coup, n'est plus conforme vis-à-vis de la réglementation garde-corps. Et là, on doit, du coup, sur cette résidence, modifier les garde-corps et faire ce qu'on appelle des rehausses de garde-corps. Et donc ça, forcément, ça a un impact direct, visuel, et on vient changer l'aspect de la façade. Donc voilà, ayez toujours à l'esprit que, et ça c'est du rôle du professionnel, hein, celui qui change les menuiseries, de vous alerter sur ces points-là. On voit beaucoup, nous, d'ouvrages qui sont changés, notamment des portes-fenêtres avec des garde-corps, et qui, après, ne sont plus conformes. Le garde-corps n'est pas à bonne hauteur, et malheureusement, le changement est fait, et personne ne le voit. Et là, la responsabilité quand même de l'entreprise, à mon sens, peut être engagée. Si tu peux passer sur la diapositive suivante. Voilà, donc là, c'est un exemple très concret d'une rénovation qu'on a faite. Donc là, c'était une rénovation globale d'une résidence à Sevran. Et vous voyez la trame à droite où il y a le cercle rouge. Ce sont des portes-fenêtres, je crois que c'était du inventaire avec une petite partie fixe, mais une porte-fenêtre vraiment toute hauteur, hein, de 2,10 m de haut. Et vous avez un petit garde-corps à l'extérieur. Et donc, dans le projet, il était demandé de supprimer déjà les garde-corps. Donc, la nouvelle fenêtre devait faire office, elle, de garde-corps. Donc, vous voyez le petit dessin à votre droite, le projet, hein. Donc, on a fait une fenêtre inventaire avec une allège, donc la partie basse de la fenêtre, qui est fixe, pleine, et qui, du coup, assure la fonction garde-corps. Donc, on passe d'un ouvrant toute hauteur, hein, à une fenêtre sur allège, donc on modifie complètement la façade. Et si tu vas sur la dernière diapositive, sur cette trame-là, voilà, donc ça c'est l'après, hein. Donc, on voit qu'on a complètement modifié cette trame-là, où on a enlevé les garde-corps, les portes-fenêtres ne sont plus toute hauteur, on a créé des allèges. Alors, il faut savoir que les allèges, là, sont garde-corps et sont également par flamme. Donc, c'est la réglementation incendie qui nous l'a imposé pour limiter la propagation du feu d'étage en étage. Voilà. Donc, sur certains projets, l'aspect technique nous amène également à des changements du coup, de typologie de fenêtre. Et donc là, effectivement, ces projets-là doivent être discutés, votés en assemblée générale. Là, on est dans le cadre de rénovation globale. Donc voilà, il y avait une équipe travaux complète, hein, avec une maîtrise d'œuvre, architecte, bureau d'études, un bureau de contrôle, etc., qui nous accompagnait. Voilà. Mais c'était bien pour vous fixer les idées sur la faisabilité d'un changement de fenêtre, hein. On ne peut parfois pas conserver la typologie existante parce que derrière, on a une contrainte technique. Donc, surtout garde-corps et feu. Alors, je vais arrêter le partage parce que je crois que c'est la dernière slide. Après, c'est bon. Ouais. Voilà, on revient sur les questions. Alors, donc là, je pense que vous avez, comme moi, accès à toutes les questions qui ont été posées pendant la présentation. Donc là, ah ouais, on a des questions sur les fenêtres, mais pas que. On a aussi des questions sur un peu tout. Donc, comme on était dans les fenêtres, on va continuer. On va aller au bout du sujet. Donc on a Brigitte qui nous demande, qui nous pose pas mal de questions sur les fenêtres. Elle nous demande si on rajoute une fenêtre supplémentaire, donc qui n'existait pas avant, dans un local de logement situé au rez-de-chaussée sur cour, doit-on avoir un accord de la mairie? Oui. Le premier qui a dégainé là. Là, il y a clairement une modification de façade. Voilà, modification d'aspect du bâtiment, que ça soit sur cour, sur rue, devant, derrière, quoi qu'il arrive, il faut la double autorisation. C'est l'autorisation de la copropriété sur l'aspect
technique, voire esthétique, mais aussi de la mairie. Donc, c'est une déclaration préalable, voire un permis de construire si jamais le bâtiment est classé. Donc, voilà, c'est incontournable que ça soit demandé. Là, on ne peut pas Alors, il y a d'autres. soustraire à cette demande. Alors, également, toujours pareil, donc c'est sur cours encore, et là, c'est un bureau professionnel cette fois-ci. Il s'agit de remplacer une partie de béton par des carreaux en verre épais pour avoir plus de luminosité. Alors, étant donné qu'on est sur cours, est-ce qu'il faut avoir un accord de la mairie, toujours Brigitte? Voilà, la réponse est toujours la même. Invariablement, la règle est assez simple. Dès qu'il y a une modification d'aspect d'un bâtiment, de l'aspect extérieur du bâtiment, il faut déposer un dossier en mairie. Voilà. Je crois que la question portait aussi sur l'AG. Hein. Il faut aussi que tout ça, selon moi, passe en Assemblée générale également. Hein. Bien sûr. Oui, alors Brigitte, bon, elle sait qu'il faut parfois attendre une année avant la prochaine AG. Et quand on veut faire des gros travaux, qu'on veut s'installer dans son appartement, c'est compliqué parfois d'attendre, surtout quand on est un nouvel acquéreur, forcément. Donc, elle demande si le conseil syndical peut donner un accord après examen du dossier par un architecte et un ingénieur structure. Voilà, accord de principe ou accord de faisabilité ou accord de je ne sais pas trop quoi, en attendant la décision définitive en AG, etc. Ouais, je ne veux pas répondre à la place de Frédéric. Frédéric n'est plus là. C'est absenté. Hop là. Mais le conseil syndical, à ce niveau-là, n'a aucun pouvoir. C'est l'Assemblée qui délivre les autorisations et le conseil syndical n'a vraiment aucun pouvoir à ce niveau-là. Après, c'est vrai que dans la pratique, il arrive parfois que pour éviter une assemblée immédiate, les gens se connaissent, il y a des discussions dans l'immeuble, on sait que ça va passer, donc on anticipe. Mais c'est prendre un risque, c'est prendre un risque parce que s'il y a un opposant farouche, eh ben, il pourra dénoncer cela. Donc, il est de toute façon, le conseil syndical, je vois que Frédéric est revenu, ne peut pas donner une autorisation sur une modification d'aspect. C'est pas dans sa mission. Non. Voilà. Non, voilà, donc c'est confirmé. Alors, donc, après, il y a d'autres types de questions. Par exemple, juste pour revenir, cette dame, bon, si elle est pressée pour ces travaux-là, elle peut, demander la tenue d'une assemblée générale pour débattre de son sujet. Mais effectivement, il y aura des coûts parce qu'on va lui dire la convocation de l'assemblée générale, tous les frais afférents. Avec une petite précision, puisque dans les novations de la législation, il y a les fameuses délégations données au conseil syndical. On peut donner maintenant, depuis le 1er juin, des délégations au conseil syndical. Donc, à partir du moment où on pourrait déléguer au conseil syndical l'autorisation à donner. C'est-à-dire que normalement, les travaux sont votés à la majorité, sont votés en assemblée générale, et cette délégation, donc, alors je ne l'ai pas vue, mais on peut se poser la question. Je pense qu'une telle délégation, normalement, ça serait recevable. Voilà. Mais il faut un vote en assemblée générale déléguant au conseil syndical. S'il s'agit, par contre, de dire « Ah ben non, je vais voir le conseil syndical et puis monsieur un tel du conseil syndical, il m'a dit oui », ah non, là, ça ne suffit pas, effectivement. D'accord. Alors, là, on est toujours dans les menuiseries et alors là, c'est dans les portes apparemment, mais bon. Donc apparemment, bon, il y a eu une entreprise de menuiserie qui est intervenue et on a l'impression que l'entreprise, elle s'est trompée, elle a mal conseillé sur les travaux, apparemment, c'était pas forcément le bon sens d'ouverture de la porte ou je ne sais trop quoi. Et donc ah non, c'est pas ça, je sais plus, j'arrive plus à lire. L'entreprise de menuiserie n'intervient pas en garantie car il indique que le maître d'œuvre a mal conçu le sens de l'ouverture. Voilà, alors on ne sait pas si c'est l'entreprise de menuiserie qui a pas bien fait son travail, si c'est le maître d'œuvre qui a pas bien conçu et qui a pas donné les bonnes indications sur le sens de l'ouverture, précision, les portes sont exposées au vent fort, etc., etc. Donc ça, c'est un peu la question de la garantie derrière. De savoir qui n'a pas bien fait son boulot. Alors, c'est sûr que… Oui, vas-y, Mehdi, oui.
Alors, c'est juste pour dire que de toute façon, l'entreprise est sachante quand elle fournit et pose des menuiseries, elle en assure les garanties légales qui vont avec. Donc, elle ne peut pas se décharger sur la maîtrise d'œuvre en disant que la conception était mal pensée. Puisqu'il a fourni, il a posé, de ce fait, il a la responsabilité de, de ce qu'il a fait et les garanties qui sont avec. Alors après, une entreprise, comme le dit Mehdi, hein, bien sûr, elle donne des garanties. Après, dans une utilisation normale. Alors là, j'entends effectivement que les portes sont exposées au vent. C'est sûr que une entreprise a un rôle de conseil. Après, bon, rejeter la balle sur un maître d'œuvre, ça me semble relativement facile, sachant qu'un installateur, avant d'installer la porte, il faut qu'il vienne sur place, donc qu'il se rende compte un peu de la configuration des portes. Donc c'est sûr que l'entreprise a un rôle de conseil et elle ne doit pas se dédouaner. Maintenant, c'est sûr qu'une exposition au vent qui peut être des épisodes plus ou moins ponctuels ou suivant les saisons, ça peut être compliqué à détecter. Alors, il y a quand même des solutions, hein. Nous, on est intervenu sur des écoles où il y avait des portes ou une ouverture extérieure qui, effectivement, certaines étaient soumises à de forts vents. Il y a des solutions avec des fermes-portes et surtout des butées de porte, hein. C'est ça qui joue un rôle important. Et ces ouvrages qui garantissent un bon fonctionnement de la porte, puisque vous n'empêcherez pas une porte de s'ouvrir relativement violemment avec le vent, et ça, c'est la responsabilité de l'entreprise de les mettre en œuvre pour que ça tienne le choc. Si je vois qu'il y a des butées qui s'arrachent, des choses comme ça, ce n'est pas normal. Il y a un défaut d'installation, il y a un défaut de l'entreprise. Ça, je pense que pour moi, c'est assez clair quand même. Alors, on continue sur les questions, si vous voulez bien. Oui, il y en a beaucoup, hein. Donc là, on nous demande aussi si le conseil syndical peut obliger un copropriétaire à faire des travaux de rénovation sur une remise vétuste dans la cour. Non, alors, est-ce qu'on peut obliger les copropriétaires à faire des travaux? Parce que ça, c'est vrai que cette question n'a pas encore été posée. Il y a une obligation d'entretien de son bien, au moins pour les parties visibles. Je pense que c'est cette même obligation dont découlent les obligations de ravalement pour une copropriété. Donc, un propriétaire se doit d'entretenir son bien. Bon, voilà. Maintenant, comment le faire appliquer? Et où on va placer le curseur pour dire oui, à tel moment il faut le faire, à tel autre c'est trop tôt, c'est trop tard. Voilà, la contrainte. Par exemple, on a des exemples sur des immeubles évidemment qui ont du vécu, des portes palières qui ne sont pas du tout entretenues, très dégradées, etc. On peut contraindre un copropriétaire à effectuer des travaux parce que, encore une fois, au-delà du privatif, il y a l'aspect commun de l'immeuble, esthétique, etc. Et on peut tout à fait envisager une condamnation sous astreinte ou une condamnation à frais avancés de la copropriété qui se retournerait après contre le copropriétaire concerné. Sur le principe, oui, on peut l'imaginer, mais c'est au cas par cas, hein, ça dépend de quoi on parle. Par rapport à des fenêtres, par exemple, des menuiseries bois qui s'animeraient, effectivement, il peut y avoir une mise en demeure du syndic, et puis si ça ne suffit pas, il peut très bien y avoir une assignation du syndicat des copropriétaires à l'encontre de ce copropriétaire pour obtenir sa condamnation sous astreinte à procéder à la réfection remise en état de ces fenêtres à l'identique. Ça, on le voit assez fréquemment qui sont faites, oui. Alors, il y a beaucoup de questions aussi sur la suppression de conduits, surtout dans, par exemple, des meubles de cuisine qui vont condamner une bouche de ventilation. On va brancher une hotte sur un conduit d'aération, ou alors on va, là c'était quoi? C'était, on supprime des conduits sans aucune autorisation. Donc la question est de savoir est-ce qu'on doit laisser l'accès à ces conduits d'aération? Est-ce qu'on doit les laisser intacts? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'y toucher? Est-ce que c'est une partie commune même si ça traverse son logement? Voilà, donc il y a toutes sortes de conduits, de tuyaux, et donc il y en a qu'on peut peut-être supprimer et d'autres qu'on ne peut pas supprimer. Donc ça, c'est toujours complexe. C'est un vrai sujet, ça.
et donc on rencontre tous les jours dans les immeubles, les immeubles anciens, dans un premier temps. C'est-à-dire que à l'époque, les immeubles chaque pièce avait une cheminée. Cette cheminée avait un conduit individuel qui monte jusqu'au toit. Donc, c'est ce qui fait la caractéristique de Paris et ses toits et ses conduits de cheminée avec les petits mitrons en terre cuite qui sont à la cime des immeubles. Les choses évoluant, les gens passant à du chauffage électrique ou d'autres systèmes de chauffage, c'est logique, ces cheminées sont devenues sans intérêt et sans usage. Généralement pour les pièces principales. Bien entendu, ils ont commencé par enlever la cheminée en elle-même, la partie en marbre, et puis ça gêne, on a besoin de récupérer des mètres carrés, et on démolit. Alors il faut savoir qu'au rez-de-chaussée, il n'y a pas de conduit, parce que le conduit il part du plafond du rez-de-chaussée, donc généralement il n'y a pas de gêne, mais arrivé au 6e étage, eh bien, celui qui est au 6e étage récolte les conduits de chaque niveau. Donc il se retrouve avec environ 2 mètres, 2 mètres 50 sur 40 cm ou 30 cm de large, bon, ce qui n'est pas négligeable au prix du mètre carré quand on est à Paris et que ça peut redonner une forme plus cohérente à la pièce. Donc, la plupart du temps, enfin très souvent, les gens disent ça me gêne, je vais démolir. Comme les gens en dessous ne se servent pas, personne ne s'en aperçoit et tout va bien. Jusqu'au jour où il arrive quand même qu'on démolit un conduit parce qu'il gêne. J'ai des cas de figure comme ça. Quelqu'un qui veut réunir deux chambres de service, il y a un conduit qui gêne, il casse, oui, mais les gravats arrivent au premier ou deuxième étage et moralité, une personne qui se servait de temps en temps de sa cheminée et donc ça a été vu et le propriétaire donc, du 6e qui avait cassé le conduit a été obligé de reconstituer complètement ce conduit. Avec la particularité des conduits de cheminée, des conduits fumés qu'on a dans les immeubles anciens, ce sont des parties communes de l'immeuble, parce que c'est un ouvrage en maçonnerie, en dur, qui fait partie de l'immeuble, même s'il n'a pas de fonction porteuse, mais il fait partie de l'immeuble, mais à usage privatif. C'est-à-dire que chaque copropriétaire, à son niveau, va jouir de ce conduit. Et si jamais, à un moment donné, il faut reconstruire des conduits parce qu'ils sont en mauvais état globalement, c'est une charge copropriété. Alors que la jouissance, l'usage et l'entretien revient au copropriétaire qui l'utilise. Donc, c'est un vrai sujet. Si quelqu'un veut supprimer un conduit, alors il doit obtenir une double autorisation. Il doit obtenir l'autorisation de la copropriété et de ceux qui ont la jouissance de ces conduits. Donc c'est impérativement, et la personne qui va céder son conduit, en quelque sorte, elle va faire un courrier de renoncement à ce conduit. J'ai vu que dans les questions, quid quand on est dans un appartement dont les conduits ont déjà été supprimés et que quelqu'un vient de réclamer. A priori, je pense, mais là c'est plus du juridique, c'est que si ce conduit faisait partie intégrante de l'immeuble et qu'il a été supprimé, c'est l'acquéreur qui hérite de ce problème, qui devra le gérer, sauf à se retourner contre le propriétaire précédent. Frédéric, il n'y a rien à ajouter par rapport à ça? Frédéric, il est toujours là? Il y a une question qui est prévue, je ne l'avais pas précisé, mais c'est évident. Monsieur Collinet qui nous dit que je parlais des possibilités de délégations au conseil syndical, c'est effectivement, on n'est pas là pour ça, mais il faut qu'il y ait au moins 3 membres au sein du conseil syndical et effectivement, ces délégations, des décisions qui sont votées à la majorité simple de l'article 24. Mais comme pour les types de travaux, ce que indiquait la société Lorénov, il y a des travaux qui se votent à la majorité de l'article 25 et d'autres à la majorité de l'article 24, les délégations, ce sont les décisions qui sont prises normalement, qui sont prises à la majorité simple de l'article 24 où il peut y avoir délégation. Donc, on n'est évidemment pas dans le cas de l'article 25B dont je parlais tout à l'heure. Voilà, mais ça vise une partie. Donc, c'est un peu plus nuancé que ça, mais il
il y a une possibilité sur une partie de la question. Frédéric, on était parti sur les conduits qui avaient été supprimés par des anciens propriétaires, et quand nous on arrive on fait une acquisition, on hérite d'une situation. Est-ce qu'on est responsable et surtout quand on n'était pas au courant, qu'il n'y avait pas eu d'autorisation qui avait été demandée, etc. Donc, Voilà. voilà. On est dans la fameuse notion de vice caché. Donc, Mm-hmm. il fallait l'ignorer. Donc, ça, j'allais dire, c'est relativement facile à démontrer. Et il faut démontrer qu'on vous l'a sciemment caché au moment de l'achat. Donc, ça, c'est le deuxième pan de la démonstration. Donc, effectivement, si vous arrivez à rapporter cette preuve, vous pouvez évidemment vous retourner contre votre vendeur. Mais sinon, venant au droit du vendeur, on achète le bien tel qu'il se présente. Donc, ça dépend des cas. Si on peut rapporter la preuve, oui, bien évidemment. Alors, on avait encore… Oui, je rajouterais un point sur les conduits. Bon, effectivement, très souvent, il y a ces demandes de suppression de conduits, ce que je peux comprendre par rapport à du gain de place. Mais moi, je ne suis pas très favorable, en fonction de l'implantation des conduits, je ne suis pas très favorable parce que c'est quand l'avantage du conduit de cheminée, c'est pas tant pour avoir une cheminée qui fonctionne. Bon, ça peut être un agrément, mais bon, c'est très peu utilisé. Mais l'objectif surtout, c'est de pouvoir se servir de ces conduits pour pouvoir raccorder soit comment dire, les gaz de combustion d'une chaudière, soit assurer la ventilation naturelle d'une cuisine, parce que l'avantage, c'est qu'un conduit qui est tout hauteur, on a nécessairement un tirage, et dans les appartements où justement on a tendance à isoler, à surisoler, parce que maintenant, ça va devenir incontournable. Il faut savoir que si on isole de trop, aussi bien au niveau des fenêtres que des murs, il va falloir… donc, on va créer une boîte complètement étanche, et il faudra nécessairement gérer la ventilation. Donc, la présence de ces conduits peut être un plus, et c'est un équipement qui est ancien, qu'on imaginait obsolète, mais que je considère qu'il faut conserver au maximum pour pouvoir s'en servir ultérieurement. Voilà. Alors, on a toujours la fameuse véranda, n'est-ce pas, qu'on va installer, qu'on va construire sur sa terrasse, ou voilà. Donc, alors là, on construit ça sur une partie commune à jouissance exclusive, et on fait ça bien sûr sans autorisation, sans modification d'état descriptif de division, sans… Voilà, bon. Est-ce que ces extensions qu'on peut faire, alors soit en surélévation, soit en volume sur les terrasses, soit en construction, des constructions, je ne sais pas moi, éphémères qui deviennent définitives, peut-être Frédéric, là-dessus, ça c'est quelque chose qui revient assez souvent. Oui, parce que ça c'est le cas des terrasses, pas des terrasses, des balcons qui sont fermés et qui deviennent des loggias. Yeah. Donc, la création d'une surface couverte supplémentaire. Alors là, ça nourrit du contentieux. Je pense notamment à une procédure que j'ai actuellement où effectivement le balcon a été fermé et lors de la vente du lot, les mètres de la véranda ont été inclus dans le métré loi Carrez, alors que le balcon à l'origine est une partie commune à usage exclusif. Donc, la procédure, vous imaginez dans quelle direction elle va. Mais là, en dehors de ça, concrètement, on parlait de fenêtres qui sont changées, et je disais tout à l'heure, effectivement, si on ne bouge pas et on laisse faire, ça va créer des difficultés à la suite, parce que ne rien dire et tolérer des situations, c'est presque quelque part une situation de fait qu'on accepte. Là, la fermeture de balcon, on le voit dans des copropriétés, ou alors on a c'est biscornu, hein, c'est-à-dire que les libertés ont été prises et puis ça n'a pas bougé. Donc, première fermeture de balcon, première intervention, évidemment. Et si je peux rajouter aussi, c'est que les fermetures de balcon, notamment, posent un réel problème justement par rapport à la réglementation incendie, puisqu'on transforme cet espace en surface habitable et du coup, on modifie l'aspect du bâtiment et on peut avoir des problématiques par rapport aux
aux incendies notamment. Alors ça, ce point-là, il est vraiment intéressant à noter parce qu'en dehors de la simple esthétique, là on parle sécurité de l'immeuble, un syndic qui ne bougerait pas engage potentiellement sa responsabilité parce que évidemment on est toujours obligé de penser à la situation la plus extrême, un incendie avec les conséquences attachées à un incendie, donc les conséquences physiques pour l'intégrité évidemment des occupants de l'immeuble, et puis les clauses exclusives de garantie de l'assurance qui dit ah bah oui mais l'assurance couvrait un risque déterminé avec des balcons ouverts. Là, il y a eu des balcons fermés, on ne paye pas. Mais là, je parle de l'aspect financier, mais en dehors de ça, donc effectivement, c'est important effectivement d'aborder ce point-là. Alors justement, Frédéric, là, on nous demande quels sont les moyens que peuvent avoir les syndics, en l'occurrence, pour contrôler ce type de travaux. Parce qu'on nous dit que souvent, il y a des travaux sans autorisation, sans prévenir la copropriété, et le syndicat des copropriétaires, il dit trop rien, il veut pas se lancer dans des poursuites judiciaires, il veut économiser des frais de tribunaux, et donc voilà, donc rien ne se passe. Pourtant, la réponse est simple, puisque l'article 18 de la loi du 10 juillet 65 prévoit expressément que toutes les actions en référé n'ont pas besoin d'être autorisées en assemblée générale. Donc, un syndic qui voit qu'un copropriétaire change sa fenêtre, ferme son balcon, etc., eh bien, c'est la mise en demeure. Et puis, à défaut, il n'y a pas besoin d'autorisation d'assemblée générale pour assigner en référé ce copropriétaire. Alors, effectivement, dans les faits, on voit des syndics qui rechignent un petit peu à engager telles actions parce que de peur qu'on leur reproche par la suite en assemblée générale, vous avez engagé une action alors que, etc., c'est générateur de frais. Mais oui, mais l'article 18 de la loi autorise les actions en référé. Et quand on a une violation flagrante du règlement de copropriété, quand on porte atteinte de manière flagrante à l'esthétique de l'immeuble, etc., c'est dans le pouvoir du juge de l'évidence, et le juge de l'évidence, c'est le juge des référés. Pas besoin d'autorisation de vote en assemblée générale. On assigne directement devant le juge des référés. Donc oui, il faut le faire. Donc si, évidemment, le syndic n'étant pas sur place au jour le jour, ce sont aux occupants, aux copropriétaires de relayer l'information auprès du syndic, de lui demander d'intervenir, et le syndic doit faire le nécessaire. Voilà. Alors, on a encore des questions sur les conduits, donc c'était pas terminé. Donc, on a Éric Laurent qui est aussi un de nos partenaires. Donc Eric, coucou. Donc Eric fait partie de la société GRDF, et donc il est forcément intéressé par les conduits. Donc en cas de travaux de rénovation d'un conduit collectif d'évacuation des fumées de chaudières individuelles gaz, donc voilà, j'espère que vous suivez bien. Travaux collectifs votés a priori à l'article 25, donc c'est dans le cadre d'économie d'énergie. Cette rénovation implique le changement de l'ensemble des chaudières pour installer des chaudières à condensation. Donc la question, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment une question, c'est que là, en fait, on a aussi parfois l'obligation de faire des travaux, à des travaux collectifs sur des changements de conduits dans le cadre de rénovation donc de chaudières, bien que ce soit des chaudières individuelles. Voilà. Oui, là c'est l'aspect, c'est-à-dire que une modification de partie commune va entraîner la modification de partie privative. Alors sur ce cas précis, je ne donnerai pas de réponse, mais si ça concerne la totalité des copropriétaires, donc la totalité des chaudières, bon, la réponse on l'a, c'est une répartition. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'information, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'au moment où ces travaux sont mis au vote, que les copropriétaires aient connaissance qu'il faille remplacer leur chaudière et du coût de ce remplacement. Parce que sinon, aller voter, je ne sais pas, mettons 100 € de travaux qui vont induire pour chaque copropriétaire 100 € de travaux privatifs,
je ne suis pas certain que si ce n'est pas formulé comme ça, la décision puisse être réellement applicable. Alors, Grieg a complété, parce que la question c'est pas évident non plus de s'exprimer comme ça par chat. En fait, je pense que ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que ces travaux ne peuvent pas être considérés comme des travaux d'intérêt collectif? Voilà, c'est ça la question. Oui, mais ça revient exactement au même, que ce soit privatif ou collectif, si toutes les chaudières sont concernées. Donc voilà, c'est un appareillage à remplacer, donc ça reviendra au même. Ce que chacun paye individuellement ou chacun paye une quote-part par rapport à son appartement, je pense que ça reviendra strictement au même. Bon, après, il me semblerait plus judicieux de rendre tous ces ouvrages un peu collectifs, de façon à que ça puisse se faire dans l'ordre et de façon complètement concertée. Et je rebondis là-dessus pour justement toutes les difficultés qu'on a. Là, c'est différent. C'est pas le sujet. C'est-à-dire quand la copropriété fait des travaux, par exemple des remplacements de colonnes montantes ou descendantes, donc qui vont passer dans des salles de bain, dans des cuisines. Il faut savoir que dans la quasi-totalité des rayons de copropriété, le copropriétaire doit laisser l'accès à ces parties communes en vue de pouvoir en assurer l'entretien. Bon, dans la pratique, la plupart des gens installent des cuisines équipées, les canalisations sont cachées derrière, et donc il y a beaucoup de travaux induits, mais là, la copropriété est protégée puisqu'elle demande l'accès. Donc, rien n'empêche de calfeutrer, enfin d'occulter ces canalisations, mais à un moment donné, il faut donner l'accès. Et parfois, c'est assez douloureux parce qu'il y a des magnifiques cuisines qu'il faut démonter, etc. Mais ça, c'est une charge purement privative qu'on ne peut pas mettre dans le lot de la collectivité, parce que du coup, on se retrouve à chaque fois dans des situations différentes. Il y a des gens qui ont fait travaux depuis 30 ans, la colonne est là, ça prend le temps de la changer, guère plus, et d'autres où l'appartement a été réaménagé, et ça devient plus complexe. Enfin, là, c'est le cas inverse, c'est l'impact des travaux de parties communes sur des parties privatives. Mais dans le cas des chaudières, si tous les lots sont concernés et sur le même objet, bon, je pense que ce n'est pas un réel problème. Alors, on a encore une question sur les conduits de cheminée et notamment la situation pour les hôtes de cuisine qui sont parfois branchés sur la ventilation naturelle. Alors, ça dépend quel type de ventilation. C'est sûr que sur une installation de VMC, donc ventilation mécanique contrôlée, c'est un conduit unique sur lequel se raccordent tous les salles de bain et les cuisines. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas brancher de hotte de cuisine puisqu'on va perturber complètement le système et les débits en rajoutant quelque chose. Je ne parle même pas des odeurs. Donc, de toute façon, ça doit être complètement indépendant. Maintenant, si il y a, comme c'était la pratique dans les années 60 des immeubles contemporains, où dans les cuisines, il y avait un conduit spécifique et individuel, rien n'empêche de se brancher dessus, à condition que ce soit un conduit individuel. Dès que le conduit est collectif, on ne peut pas rajouter de branchements parasites. De la même façon qu'on ne doit même pas obstruer la grille de ventilation, parce qu'en l'obstruant, ça dérègle la totalité, ça crée du bruit, ça modifie les vitesses, etc. Donc là, c'est un aspect purement technique. Donc je dirais, si le conduit est privatif, oui, il n'y a aucun problème. Si le conduit est commun, non. D'accord. Alors, pour la prescription, la durée de prescription de 30 ans, on nous demande si ça fonctionne sur des travaux qui ont été réalisés sans autorisation. La prescription de 30 ans, oui, mais j'allais dire même la prescription quinquennale, j'allais dire, parce qu'à partir du moment où des travaux ont été réalisés et qu'il n'y a pas d'action qui a été engagée, on peut se poser la prescription sur la prescription quinquennale. Là. Non, parce que souvent, la prescription trentenaire, on nous la ressort, c'est ce qu'on appelle l'usucapion, quoi. C'est souvent, par exemple, des copropriétaires qui se sont accaparés, oui, c'est le mot, une partie commune. On le voit dans l'ancien, par exemple, un copropriétaire du dernier étage qui est allé abattre une cloison pour agrandir une cuisine ou une salle de bain en s'accaparant un toilette qui était très anciennement collectif, mais qui n'est utilisé par plus personne.
Si effectivement ce copropriétaire parvient à démontrer qu'il en a pris possession depuis plus de 30 ans, c'est la fameuse usucapion, il en devient propriétaire, etc., avec une preuve. Bon, on n'est pas là pour faire la démonstration, mais c'est souvent, les gens ont cette idée de prescription trentenaire, mais voilà, généralement, je pense que si des travaux sont exécutés, on doit le savoir, non, a priori un peu plus tôt quand même. Bon, ben, je pense qu'après, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais il est 19h27 et on avait dit qu'on allait tenir 1h30, et ben on y est. Donc, je sais que peut-être ça vous a encore évoqué d'autres choses et d'autres questions, et voici et voilà. Donc, ben, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Si vous êtes membre du club Ami Pro ou Ami Plus, vous savez que vous avez une permanence juridique, vous savez que vous pouvez nous envoyer des questions quand vous le souhaitez et qu'on les transmet à Frédéric Drouard et qu'il en prend connaissance et il vous répond et vous rappelle par téléphone. Voilà. Sinon, ben, continuez à poser vos questions. On les transmettra à Mehdi et Aurélien si ça concerne les fenêtres et si vous avez besoin de les joindre, de les contacter. Donc, vous trouverez la page Lorénov sur le site Mon Immeuble dans les pages des partenaires et vous avez aussi le site internet. C'est facile, hein, sur internet, vous cherchez fenêtre Lorénov, groupe Lorénov, grand compte, vous trouverez tout de suite. Et puis, si vous avez des questions sur les travaux et que là ça concerne plus l'architecte de copropriété, et ben vous pouvez nous poser des questions, on pourra les transmettre à Benjamin Dahan et on pourra aussi prévoir de rédiger des articles pour évoquer ces sujets qui vous intéressent et de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour que votre copropriété fonctionne le mieux possible. On a quand même, là je vois dans les questions-réponses, on a quand même à peu près résolu 24 questions, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais plus toutes celles qui étaient là dans le chat et qu'on a pris aussi au fil de l'eau. Donc voilà, donc si vous étiez content, si ça vous a apporté des informations, des réponses, si vous avez résolu les problèmes, si vous avez apprécié la qualité de nos intervenants ce soir, de ce qui a été proposé, dites-le nous dans le chat. Voilà, donc on fait un petit coucou à Paolo qui a conversé dans le chat et qu'on connaît bien, qui est également architecte et qui fait partie de la compagnie des architectes de copropriété on n'a pas nommé ce soir, mais qui est une association qui regroupe des experts, des architectes experts en copropriété. Voilà, donc merci. Bon, Eric, merci pour ta question et puis on se voit demain. Oui, tout à fait. Et puis voilà, pour tous nos abonnés qui étaient là ce soir, pour tous ceux qui ont découvert nos ateliers, pour tous ceux qui ont posé des questions et qui ont participé, et encore une fois, merci. Merci Aurélien, merci Mehdi. Merci à toi. Merci Benjamin, merci Frédéric. Merci Isabelle. Je vous dis merci, à très Isabelle. bientôt. Merci, je vous dis à Merci très à bientôt tous. dans les pages de monimmeuble.com. Surtout, restez-nous fidèles, sachant qu'on aura encore des rendez-vous, des ateliers. Alors maintenant, ça sera sur le mois de novembre. Hein. Pour le mois d'octobre, ça y est, on a fait le plein. Donc, ça sera pour le mois de novembre. Et encore d'autres sujets bien plus passionnants, certainement, toujours en matière de copropriété. Et on sait combien c'est compliqué la copropriété. Voilà, donc merci à tous. Et je vais clôturer ce rendez-vous de ce soir. Voilà, je vous dis au revoir et à très vite. Et à bientôt. Voilà, bonne soirée à tous. Au revoir. Salut.